Bonjour à tous. Merci d'être là pour notre séminaire de rentrée, donc qui portera sur la thématique de décrypter les scénarios du GIEC comme un enjeu de prospective climatique. Donc on aura trois présentations. Donc la première sera de Béatrice Cointe, qui est chargée de recherche au CNRS et chercheuse au Centre de sociologie de l'innovation de l'École des mines de Paris. Qui nous parlera donc de l'analyse de la construction des bases de données des scénarios du GIEC. Ensuite, Nadia Maizi, professeure de l'École des mines et co-auteur du sixième rapport du GIEC, nous parlera de ce que nous disent ou pas les 1202 scénarios du GIEC. Et enfin, en troisième intervention, Paul Champé et Clément Payrol, pardon, qui sont économistes à la Banque de France, nous présenteront l'approche du Network for Greening the Financial System et leurs propositions de scénarios climatiques pour les banques centrales et les superviseurs. Béatrice, je te donne la parole. Donc bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Donc ma présentation va revenir en fait sur les scénarios du GIEC d'un point de vue institutionnel et de rôle dans l'expertise à partir d'un objet qui est de plus en plus central dans la façon dont ces scénarios sont collectés et utilisés, qui sont les bases de données de scénarios. Donc c'est un peu un objet un peu ésotérique et technique, mais qui a une importance assez centrale en fait, dans la définition de la façon dont on envisage les possibles futurs climatiques. Euh, donc, ça, c'est pour vous donner un peu une idée de ce que j'ai appelé dans le titre l'espace des possibilités climatiques et de ce que sont ces scénarios, à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est un graphe qui rassemble l'ensemble des scénarios qui avaient été collectés pour la préparation du cinquième rapport du GIEC. Donc pas le dernier, mais le précédent. Euh, donc ça date d'une bonne dizaine d'années. Mais ça montre bien déjà d'une part la prolifération de scénarios parce que chaque trait de spaghetti sur ce graphe correspond à un scénario qui a été modélisé par une équipe de recherche quelque part dans le monde. Ça montre aussi l'éventail des possibles. Donc on voit les scénarios rouges correspondent à un réchauffement climatique quasiment non contrôlé, très, très important. Les scénarios bleus qui sont en bas correspondent à, en gros, objectif de degrés et tous les scénarios intermédiaires. Donc, c'est un peu l'ensemble des possibles qu'on arrive à modéliser. Et on voit aussi une forme de classification. Donc, ici, c'est en fonction du forçage radiatif à la fin du 21e siècle. Et on voit en gras quatre scénarios qui sont des scénarios de référence. Donc, ça montre qu'il y a aussi tout un travail d'organisation, d'ordonnancement de ces scénarios pour rendre lisible cette prolifération. Et donc, je disais, ça, c'est les scénarios qui ont été recensés dans le cinquième rapport du GIEC. Et en fait, le GIEC est un des principaux organismes de centralisation, ou qui a en tout cas poussé et organisé la centralisation de ces scénarios. Et donc, je vais commencer par quelques points de cadrage et de rappel sur le GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'experts sur les changements climatiques. Euh, qui est donc une organisation internationale à l'interface, enfin, intermédiaire entre sciences et politique. L'élément le plus important pour comprendre la suite de ce que je vais dire, en fait, c'est que le mandat du GIEC est d'être policy relevant but not policy prescriptive, c'est-à-dire de fournir des informations, des synthèses de la recherche scientifique qui soient pertinentes et intéressantes pour la décision politique, sans être prescriptif, donc sans statuer sur ce qu'il faut faire, ce qui est quelque chose qui est peut-être relativement compréhensif ou intuitif quand on parle de sciences du physique du climat et encore, mais dès qu'on rentre sur les parties de la recherche sur l'atténuation et l'action climatique, ça devient une ligne beaucoup plus difficile à tracer. Et le GIEC a la particularité d'être ce qu'on appelle une organisation frontière en sociologie des sciences, au sens où elle est à la fois scientifique et politique. Donc, le GIEC a un rôle en fait d'accompagnement des négociations sur le changement climatique. Il a été fondé en 1988. La Convention internationale sur les changements climatiques de l'ONU a été signée en 92. Donc, on est vraiment dans le même moment de négociation internationale. Mais il va aussi structurer et rythmer la recherche sur le changement climatique parce que
les rapports du GIEC sont un peu des rendez-vous incontournables pour un grand nombre de communautés de recherche. Et donc, le calendrier de travail va souvent être très aligné sur le rythme des rapports de recherche parce que quelqu'un qui fait des sciences du climat va de fait avoir ça à prendre en compte pour pouvoir exister dans sa communauté de recherche. Le GIEC doit toujours maintenir en fait un équilibre très délicat entre crédibilité scientifique et légitimité politique, parce que comme vous le savez sans doute, les rapports du GIEC sont rédigés par des scientifiques bénévoles suivant un processus de revue de littérature, mais ils sont ensuite, pour leur résumé pour les décideurs, validés par une assemblée de diplomates qui représentent les gouvernements. Donc il y a une double revue, une double approbation. Et donc il faut tenir les deux contraintes. Et le GIEC se compose de trois groupes de travail, donc qui chacun évalue la littérature scientifique qui correspond à leur mandat et qui vont parfois faire des rapports spéciaux. Donc il y a le groupe 1 sur la physique du climat, le groupe 2 sur les impacts et l'adaptation, et le groupe 3 qui va être celui qui va m'intéresser ici, qui travaille sur l'atténuation du changement climatique. Et c'est le groupe 3 qui euh, s'occupe des champs de recherche en fait, qui produisent les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Euh, donc, avant de rentrer sur le détail des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, pourquoi le GIEC a-t-il besoin de ces scénarios? La première utilité, ça a été qu'il fallait, le GIEC, donc les climatologues, veulent projeter l'impact des activités humaines sur le climat. Et pour ça, les modèles climatologiques ont besoin d'une projection des émissions de gaz à effet de serre, qui sont ce qui produit le forçage. Et c'est des émissions qui vont dépendre d'évolutions économiques, technologiques, sociopolitiques, des évolutions de l'usage des sols également. Donc, qui demandent un travail qui n'est pas juste physique, mais aussi une prospective plus large. Et donc, c'est pour cela qu'ont été développés les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, qui sont indissociables de l'histoire et du fonctionnement du GIEC, en fait, mais qui ont été développés et structurés en même temps qu'un champ de recherche et d'un type de modèle. C'est un peu dédié initialement à ce type de travail qui s'appelle les Integrated Assessment Models. Donc, je vous laisse lire l'encadré en bas qui définit ce que sont les Integrated Assessment Models ou IAM. Si vous avez des questions pour préciser pour la suite, je pourrais détailler. Euh, et les scénarios ont été amenés en fait à jouer un rôle d'outil de communication et d'intégration entre disciplines et groupes de travail du GIEC, notamment parce qu'ils permettent de faire le lien entre les recherches politiques, économiques, technologiques sur l'atténuation et les recherches de physique du climat sur l'évolution du climat. Mais ils servent aussi d'interface entre sciences et politique du climat, puisque c'est ça qu'on va retrouver pour discuter les actions politiques à prendre au niveau global ou au niveau national. Donc les scénarios jouent un rôle très important d'harmonisation des hypothèses sur le futur et ils permettent une appréhension partagée du changement climatique. Donc ça leur donne un rôle clé en fait, dans l'édifice des politiques et des sciences du climat. Et en ce sens, en fait, ils vont cadrer l'espace des possibilités envisagées, c'est-à-dire qu'on a tendance à ne pas prendre en compte ce qui n'est pas représenté dans les scénarios, donc à ne pas sortir de l'éventail que j'ai montré dans la première slide. Et ça amène aussi une forte critique des scénarios et des modèles qui les produisent du fait de leurs hypothèses qui vont avoir tendance à se reposer sur des modèles macroéconomiques qui se ressemblent souvent, avec une tendance à optimiser les coûts, à chercher des trajectoires au moindre coût, des tendances à l'optimisme technologique. Il y a eu des débats aussi sur la façon de prendre en compte les générations futures à travers ce qu'on appelle les taux d'actualisation. Il y a des débats actuellement assez forts sur la quasi-absence de scénarios post-croissance ou de décroissance, par exemple. Donc, c'est assez exposé aux critiques, ce qui traduit aussi leur importance politique dans la définition du problème. Et donc, pardon, la façon dont j'aborde cette question, en fait, je propose de comprendre les modèles et les scénarios d'émission. C'est que ce sont des objets qui sont constitutifs à la fois d'une organisation spécifique de relations entre sciences et politique du climat, qui va se caractériser donc par l'expertise qui relève du mandat du GIEC, qui soit policy relevant, not policy prescriptive, donc une neutralité assez particulière. Et ils sont aussi constitutifs d'une infrastructure de connaissances. Donc là, je renvoie aux travaux notamment de Geoffrey Boker et Paul Edwards sur les infrastructures de connaissances.
qui va structurer les sciences et la gouvernance de l'environnement global et des futurs planétaires. Donc, vous avez en image de couverture d'ouvrage. Je ne sais pas si c'est. Je pense que vous pouvez lire les titres qui sont assez centrales dans la façon dont je définis le problème. Donc, ça, c'est pour le carré. Je vais essayer de montrer un peu comment ça se matérialise dans l'histoire des scénarios et notamment des bases de données. Donc pour l'histoire des scénarios, donc, je ne vais peut-être pas détailler toute l'histoire, mais il y a eu plusieurs générations de scénarios qui ont informé les rapports du GIEC. Jusqu'à 2005, ces scénarios étaient faits par le GIEC, c'est-à-dire qu'ils étaient soumis au même processus de double évaluation scientifique et politique que les rapports du GIEC. En 2005, le GIEC a délégué le développement de scénarios à ce qu'il appelle la communauté scientifique. Et ça a amené à la création d'une organisation dédiée pour coordonner le développement des scénarios qui s'appelle l'IAMC, donc l'Integrated Assessment Modeling Consortium, qui sert aujourd'hui aussi d'association de recherche scientifique du champ de la modélisation intégrée, donc des IAM, qui sont les modèles qui produisent ces scénarios d'émission. Et on a depuis cette délégation à la communauté scientifique une prolifération de scénarios, en fait, un processus beaucoup plus décentralisé, qui n'est plus piloté par le GIEC, qui reste très proche du GIEC. Et en même temps que cette prolifération de scénarios, une prolifération du système de classification de scénarios et des façons de les prendre en compte. Alors, j'ai une slide qui résume un peu l'organisation actuelle. Donc, c'est assez complexe parce qu'il y a pas mal de monde qui est impliqué. Donc, vous avez le GIEC en haut avec ses trois groupes de travail. C'est le groupe 3 principalement qui est concerné par la production des scénarios. Et vous avez cet organisme, donc l'IAMC, qui est au milieu, qui joue un peu un rôle d'interface centrale. Et la production des scénarios se fait dans les groupes de recherche et des projets collectifs entre ces groupes de recherche qui sont financés en grande partie, pas uniquement, mais beaucoup par l'Union européenne, donc sur des projets qui sont cadrés en fonction d'objectifs politiques. Donc tout ça, ces scénarios sont publiés dans la littérature. Il y a un travail de coordination de la recherche par l'IMC et ensuite le travail de review d'évaluation se fait au sein du GIEC, notamment du groupe 3. Mais un point important, c'est que finalement, vous voyez les points jaunes, en fait, c'est que les gens qu'on va retrouver dans les trois endroits où il y a des carrés jaunes sont souvent les mêmes. Donc, c'est les mêmes personnes qui vont être influentes dans le groupe 3 du GIEC, qui vont être coordinateurs des projets et qui vont être dans l'IMC. Donc, en fait, on a une séparation des institutions, mais beaucoup de circulation des personnes entre ces différentes sphères, ce qui amène un certain flou dans savoir ce qui relève de la recherche, ce qui relève de l'évaluation, ce qui est plus prescriptif de ce que doivent être les scénarios. Donc, j'ai maintenant passé un peu un passage en revue de l'histoire des bases de données du GIEC qui se comprend en fait dans la construction de cet écosystème un peu de recherche, de production de scénarios et d'évaluation de scénarios. Sachant que les bases de données de scénarios sont apparues en fait très tôt dans l'histoire du GIEC. Les premières datent des années 90 entre les deux rapports. Euh, Au départ, dans un contexte de soutien au travail du GIEC. Mais c'est des outils qui vont beaucoup évoluer et qui en fait reflètent l'évolution des attentes envers les scénarios et aussi plus largement envers le groupe 3 du GIEC. Donc là, c'est deux illustrations des premières bases de données de scénarios, dans une phase de 94 à 2005, quand c'est encore le GIEC qui coordonne la production de scénarios. Et là, les bases de données sont vraiment pensées comme des outils d'appui à l'évaluation de la littérature, à la réalisation des scénarios de référence du GIEC. Donc, c'est vraiment regarder ce qui existe, le répertorier, et ensuite vérifier que les scénarios qui vont être produits et utilisés par le GIEC sont alignés avec ce qui est envisagé dans l'ensemble de la littérature, donc qui reflètent bien l'état de l'art, qui ne sont pas des élucubrations des auteurs du GIEC. Sachant qu'à cette époque-là, il y avait quand même beaucoup moins de scénarios qu'aujourd'hui. Donc, il y a la première base de données qui a été réalisée par Fax, qui tient sur une vingtaine de pages dans un PDF, a été rassemblée par un professeur au Japon qui s'appelait Morita San en 94. Et là, on a à l'époque pas beaucoup de modèles. Euh, Ensuite, vous avez l'exemple de la base de données de 2000 des scénarios de référence, donc là qui était plus sophistiqué, qui a été un gros travail de coordination que vous pouvez encore consulter en ligne. Elle a été archivée et qui marque un peu la naissance d'une vraie communauté de travail autour de ces scénarios. À partir de 2005, quand le travail de production de scénario est délégué à la communauté de recherche,
les bases de données vont acquérir un nouveau rôle en tant qu'instrument de coordination en fait, de la recherche autour des modèles et des scénarios. Parce que cette recherche va de plus en plus se structurer à travers des grands projets de ce qu'on appelle l'intercomparaison de modèles. Donc, plusieurs modèles différents vont travailler ensemble sur les mêmes questions et on va comparer les résultats. Et pour pouvoir faire ça, il y a besoin de standardiser les données, de standardiser les sorties, les données de sortie et de réussir à les mettre ensemble pour les rendre comparables. Et là, il y a un travail qui est vraiment d'infrastructure en dehors du GIEC, en interne de communautés de recherche, pour réussir à travailler ensemble. Donc, c'était vraiment, en fait, ça paraît comme un problème je pense que les gens qui font de la modélisation comprennent bien le problème de devoir gérer des données qui ne sont pas labellisées et organisées pareil, mais ça peut paraître un peu inattendu, mais c'est vraiment pour d'autres, mais c'était vraiment un frein quoi, au travail. Et donc, vous avez les images des enfin, deux des premières bases de données, donc un des premiers projets collectifs et une base de données de la R5, parce que ces bases de données ont ensuite servi également pour le travail du GIEC, donc il y a deux rôles, évaluation et coordination de la recherche. Et elle commence alors à être hébergée dans une organisation qui s'appelle l'IASA, l'International Institute for Applied System Analysis, qui est aussi historiquement et encore aujourd'hui un institut de recherche très central, recherche sur le changement climatique du point de vue technique, économique, pas de climatologie. Donc on a peut-être une dizaine d'années d'utilisation de ces outils. Et depuis 2015, avec l'AR6, euh, encore un ajout d'une couche en fait, d'attente pour ces scénarios, où finalement dans l'AR6, les bases de données sont conçues et attendues comme devant servir d'appui à la diversification des perspectives au sein du groupe 3 du GIEC et servir également à l'amélioration de la transparence au sein de ce même groupe et au sein du GIEC plus largement. Et on a en fait en même temps aussi une diversification des usages à la fois à l'entrée des scénarios, donc plus de communautés de recherche, plus de groupes qui sont invités à y participer, plus de diversité de modèles, et à la sortie, donc plus d'utilisateurs, pas uniquement les chercheurs de la communauté des IAM, mais c'est utilisé. Je pense que euh, euh, on en parlera ensuite, mais des bases de données similaires pour le NGFS, par exemple, où là, ça va être utilisé par des gens tout à fait différents quand on fait des projets de recherche dans la communauté des sciences du climat. Et donc, tout un développement d'outils qui permettent de faciliter l'inclusion de nouveaux types de modèles et de faciliter l'utilisation. Donc, vous voyez un nouveau design des bases de données qui est un peu plus modulaire, un peu plus attrayant pour vue de l'extérieur. Euh, donc, on a ces trois étapes et donc à chaque fois des contraintes supplémentaires et des attentes supplémentaires pour les scénarios et pour les bases de données. Euh, donc là, je vais revenir un petit peu en quelques 2 minutes sur justement ce qui s'est passé dans la R6 et les contraintes et les défis qu'il y a eu pour répondre à ces deux exigences de diversification et de transparence. Donc là, je pense que Nadia reviendra là-dessus sur une représentation de la base de données de la R6. L'enjeu, c'est de montrer en fait tout le travail de filtrage et de classification. Donc, on a au départ plus de 2000 scénarios qui sont soumis dans la base de données et il y a eu tout un travail, ça c'est le chapitre 3, de filtrage, de vetting, d'évaluation climatique, puis de classification des modèles qui aboutit à en fait 1200 scénarios qui sont évalués dans le chapitre et une série de scénarios marqueurs, repères qui servent à un peu naviguer cette prolifération. Donc, je ne reviens pas là-dessus plus en détail, je pense que Nadia en parlera un peu plus. Et donc, sur les défis dans la constitution de cette base de données, qui a été un travail qui a été réalisé par assez peu de monde finalement. C'est une personne qui était à plein temps sur la base de données, quelques personnes qui travaillaient sur le design des outils, mais ce n'était pas un travail industriel. Premier défi qui s'est posé, c'est en fait celui d'élargir une infrastructure de données qui a été conçue pour et avec un certain type de modèles, donc les IAM, en vue de collecter des données produites, des scénarios produits par une plus grande diversité de modèles qui ne vont pas avoir du tout les mêmes structures de variables de sortie, donc il y a un travail d'adaptation et il y a plusieurs tensions qui sont mises à jour. Donc d'abord une tension entre pluralisme et transparence, c'est-à-dire que plus on a de modèles différents, plus on a de types de variables,
plus on va avoir de friction dans la base de données, plus il va falloir rajouter des colonnes et peut-être que ça ne va pas coller pour tout le monde, donc ça devient plus compliqué à manier. Ensuite, des coûts d'entrée, en fait, parce que malgré tout le travail d'inclusion qui a été fait, réussir à respecter les cases de la base de données, enfin, c'est un travail assez conséquent. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup quand on s'inscrit dans une communauté de recherche qui est en dehors, en général, des sciences du climat et qui ne valorise pas forcément la participation au GIEC? Donc, par exemple, beaucoup d'économistes ne vont pas forcément avoir intérêt à passer du temps à participer au GIEC ou un groupe de recherche qui a fait deux scénarios qui peuvent être pertinents pour le GIEC, mais qui fait d'autres choses complètement le reste de son temps. Est-ce que ça vaut le coup de s'investir juste pour en soumettre deux? Donc, c'est des questions qui se posent. Ensuite, il y a un problème de commensurabilité des données quand elles viennent de modèles qui sont conçus complètement différents. Quel sens ça a de les mettre ensemble, de les comparer, d'en faire des analyses plus ou moins statistiques? Donc, c'est un peu des questions qui se posent et qui vont continuer à se poser. Et le deuxième défi, c'est celui qui est lié au rôle du GIEC, qui est aussi d'extraire des messages de l'évaluation de la littérature. Comment on extrait des messages, on extrait du sens d'une base de données comme ça, qui est qualifiée par la personne qui l'a conçue d'ensemble d'opportunités, c'est-à-dire que ce n'est pas un ensemble statistiquement représentatif, c'est ce qui était dans la littérature à un moment donné, ce qui a été soumis à la base de données sans qu'il y ait le nombre de scénarios représentant un objectif ne veut pas dire que cet objectif est plus réaliste ou plus faisable. Et donc, il y a tout un travail de sélection des scénarios pour produire du sens. Donc, c'est ce que je vous ai montré dans le graphe précédent, la stratégie du groupe. Chapitre 3, il y en a eu d'autres dans d'autres chapitres. Tout un travail de vetting et de filtre qui a eu tendance à renforcer finalement le poids des IAM dans l'ensemble parce que c'est des vetting et des filtres qui ont été mis en place dans le chapitre 3 par des gens qui viennent de la communauté des IAM et, euh, et en fonction de la façon dont ils évoluent les scénarios, eux. Il y a aussi un problème qui est toute la littérature ne rentre pas dans la base de données, donc on a une impression d'exhaustivité, mais en fait, il y a tout un type de questions qui ne sont pas traitées par ces scénarios, qui ne vont pas avoir de cases, donc tout ce qui relève de la représentation macroéconomique, par exemple, est beaucoup moins représenté dans la base de données, ne peut pas forcément être évolué par ce biais. Et un problème de frontière entre recherche et évaluation, en fait, où quand on met en place ces bases de données et ces critères de filtre. Est-ce qu'on est dans une posture de recherche? Est-ce qu'on est dans une posture d'évaluation? C'est un peu flou et ça brouille un peu le mandat du GIEC. Donc ça a aussi prêté flanc à beaucoup de critiques. Voilà, je suis désolée, j'ai un peu débordé, donc je vais rapidement conclure. Points principaux, c'est la coévolution du GIEC, des bases de données et d'une communauté de recherche et de modélisation, avec des modèles qui sont ajustés à une conception de l'expertise qu'ils ont en fait contribué à établir. Donc il y a vraiment une imbrication forte. Les bases de données sont traversées et tiraillées en fait, par de nombreux enjeux qui se posent pour le GIEC plus largement, donc la conciliation d'une pluralité d'idées et de perspectives qui est croissante, une littérature qui est de plus en plus proliférante, la question de ce mandat de policy relevance en même temps sans être prescriptif qui est compliqué à tenir, les enjeux de transparence, les problèmes de comment passer du diagnostic à l'action, ça se pose aussi en lien avec les bases de données. Et enfin, il y a des défis qui sont actuellement assez forts et qui vont se poser pour la R7 quant à l'élargissement de l'infrastructure de données au-delà des IAM qui ne sont pas encore résolus. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Béatrice pour cette présentation. N'hésitez pas, je ne l'ai pas précisé en début de session, mais à poser vos questions dans le chat, c'est plus facile à gérer pour nous. J'ai une rapide question, Béatrice. Je suis pas sûre d'avoir très bien compris comment est-ce que donc l'IAMC choisit les groupes de chercheurs qui vont pouvoir rentrer leur scénario dans les bases de données. Est-ce que c'est les chercheurs qui se portent volontaires ou est-ce qu'il y a une sélection avant? Non, alors, pour les bases de données de projet, c'est les groupes de recherche qui sont dans les projets de recherche. Et pour les bases de données du GIEC, c'est ouvert à tout le monde. Donc, le but était d'être le plus inclusif possible. Et là, ce n'est pas géré par l'IAMC. En fait, l'IAMC fait les templates et les règles de standardisation. Mais la base de données du GIEC est gérée par des gens qui sont en lien avec le GIEC, ou qui sont à l'IASA. Et là, pour le GIEC, c'est ouvert à tout le monde. Alors, on te demande si ces bases de données sont publiques. La plupart, oui, celle du GIEC, absolument. Donc, cherchez AR6 Scenario Explorer dans Google et vous trouverez. Les bases de données de projet, ça dépend. Euh, Ça dépend si les projets les ont rendus publics ou pas. Mais là, il y en a beaucoup qui le sont. Et c'est un enjeu justement aussi
de les rendre accessibles. Donc, le GIEC organise des webinaires de formation sur comment utiliser ces bases de données. D'accord. Alors, on te demande aussi s'il existe des scénarios d'émissions de CO2 avec trajectoire business as usual sans hausse de la température moyenne. Euh, alors, je n'ai pas vérifié tous, mais a priori non, puisque enfin, business as usual, ça signifie pas de. Enfin, ça dépend comment on définit. C'est-à-dire qu'il y a eu des scénarios de business as usual qui faisaient des hypothèses de soutenabilité forte, qui avaient des croissances des émissions modérées, euh, donc qui peuvent tenir l'objectif de 2 degrés peut-être, mais en tout cas, dans tous les cas, il y a une hausse de la température. Enfin, il n'y a pas de. Pour ne pas avoir de hausse de la température moyenne, il faut ne plus avoir d'émissions de toute façon. Donc dès qu'il y a des scénarios avec des émissions qui croissent, et il y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de scénario avec des émissions qui ne croissent pas, ne serait-ce que 2 ans de plus. Merci. Euh, donc, par rapport à la question de tout à l'heure sur les bases de données publiques, est-ce que les modèles qui permettent de générer ces modèles le sont, les modèles qui permettent de Mm. générer ces données? Alors, ils le sont de plus en plus, c'est-à-dire qu'il y a eu tout un gros travail de rendre les scénarios, les modèles open source, mais les données utilisées sont souvent pas open source parce que enfin, les données d'entrée, c'est souvent des données propriétaires, notamment de l'AIE. Donc, il y a plusieurs de ces modèles, en tout cas, qui peuvent être téléchargés, utilisés par qui veut, qui a un peu les compétences, mais pas forcément possible de répliquer les scénarios. Et alors, on te demande aussi comment expliquer les hypothèses restrictives adoptées par les IAM, pourtant forgées par des chercheurs, si j'ai bien compris. Je suis pas sûre de bien comprendre la question. Est-ce que toi, Béatrice, Alors, bah, ce que j'en comprends, alors déjà c'est une vaste question je ne vais pas pouvoir y répondre en 2 minutes, c'est un champ de recherche en soi. Mais il y a une partie qui est euh, ça, c'est en grande partie hérité de l'économie. Donc il y a les hypothèses, par exemple, définition des taux d'actualisation, par exemple, et aligné sur la théorie économique. Euh, Et ce qui est restrictif, c'est le fait que les modèles ont, pas tous, mais en majorité, tendance à adopter les mêmes représentations de l'économie. Il y a une autre explication qui est que c'est des modèles qui sont interdisciplinaires, qui ne peuvent pas être à la pointe de la recherche dans chaque discipline qu'ils représentent, donc qui font un peu avec les boîtes à outils existantes. Donc, ce n'est pas forcément l'endroit où on peut innover le plus sur tous les aspects. Et après, je pense que le fait de devoir se coordonner en groupe et de réussir à produire à répondre aux mêmes questions, en fait, a tendance à aussi favoriser une convergence dans les représentations, donc à limiter l'exploration, à plus hors des sentiers battus. Mais il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. ok, merci. On te demande aussi de préciser en quoi consiste l'évaluation des scénarios. Quelles sont les grandes dimensions, de ces évaluations? Alors, j'imagine l'évaluation par le GIEC, et là, c'est assez vaste aussi. Donc, en fait, les scénarios sont dans la R6, les scénarios ont été collectés enfin, avec des demandes particulières pour explorer certaines questions, notamment les trajectoires nationales ou certaines trajectoires sectorielles. Ensuite, l'évaluation, elle est faite par les auteurs dans les chapitres. Donc, il y a un chapitre, le chapitre 3, qui est celui qui représente, enfin, sur les scénarios de long terme, qui est essentiellement composé de gens de la communauté des IAM qui évaluent la littérature issue de ces modèles, qui a mis en place donc, des dimensions en fonction déjà de l'évaluation, une évaluation du réalisme historique, une évaluation en termes d'impact climatique pour les classifier, 1,5 degré, 2 degrés, etc. Et après, une classification en fonction de grandes lignes d'action possibles. Euh, et après, l'évaluation, c'est sur
Il y a pas mal d'années statistiques aussi hein, sur quelles sont les caractéristiques partagées des scénarios 1,5 degré, par exemple, combien il y a de besoin d'émissions négatives, etc. Et ensuite, il y a eu d'autres formes d'évaluation qui étaient plus adaptées à différentes questions, par exemple sur les bâtiments, je crois, sur les transports, sur les trajectoires nationales. Ils ont aussi utilisé les scénarios de façon différente. Mais il y a, en fait, c'est à la discrétion des auteurs du GIEC. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. J'espère. Ok, merci. Alors, on te demande aussi, donc on te demande AR6 est donc le nom de la base de données du GIEC qui regroupe différentes bases de données apportées par les contributeurs. Euh, D'une certaine façon. Alors, AR6, c'est la base de données du GIEC oui, qui a été constituée pour le rapport de la R6. Et ils ont effectivement dedans fait migrer des bases de données de projets de recherche donc, qui étaient sur le même modèle. Et après aussi des scénarios qui sont individuellement apportés effectivement par des contributeurs variés. Donc je ne sais plus combien euh, de groupes qui ont contribué. Bon, c'est beaucoup moins que le nombre de scénarios. Et merci. Alors là, je prends une dernière question. Bonjour, les scénarios du GIEC sont critiqués par plusieurs chercheuses des pays du Sud mondial car ils ne permettent pas globalement beaucoup de place au développement des pays les plus pauvres. Pensez-vous que ceci sera revu dans les prochains scénarios? Alors là aussi, comme je vois que c'est noté en dessous question ouverte, bon, c'est aussi une vaste question. Je pense que ce sera pris en compte, en tout cas la critique circule dans la littérature, elle est discutée et euh, euh, elle est aussi très présente au sein du GIEC dans le côté diplomatique. Donc elle ne pourra pas être ignorée. Donc je pense que ça va avoir un effet sur le design des scénarios. Ça dépend comment c'est pris en compte. Est-ce qu'il y aura des scénarios alternatifs qui seront proposés? Est-ce que ceux-là arriveront à exister dans l'ensemble des scénarios du GIEC et être enfin, passer le filtre et être discuté. Je pense que ça va, à mon avis, ça va être très discuté dans le cadre de la R7 et du cadrage de la R7. Et je pense que ce sera intéressant à suivre. Mais effectivement, il y a beaucoup de travail pour corriger ces biais. Si Béatrice, on peut peut-être passer à la présentation de Nadia. Je te laisse la parole. Merci Claire. Alors, je vais partager mes slides. Bonjour à tous. Moi, je vais avoir en fait une continuation finalement de la présentation que vient de faire Béatrice, en allant un petit peu plus loin dans le décryptage technique, on va dire, de ce que contiennent les scénarios de la R6, donc du sixième rapport, et en particulier ceux du groupe 3 pour vous amener à la réflexion de quel type d'usage on peut en faire et quels sont les usages qui devraient être évités. Alors, je m'excuse, les transparences sont en anglais, mais je vais parler en français. Donc, normalement, ça devrait aller pour tout le monde. On a vu que les trois groupes, finalement, vont bénéficier de scénarios mais ceux sur lesquels on va se focaliser, ce seront les scénarios d'émission à long terme et qui, peu ou prou, sont développés par différentes équipes pour expliquer comment on peut se diriger vers un futur décarboné avec ses objectifs de neutralité et qui sont en général créés par des modèles que on a introduits précédemment, qui sont les Integrated Assessment Models, donc les modèles intégrés. Alors en fait, qu'est-ce qu'ils intègrent? Ben, on a des modèles qui vont être spécialisés en fonction des usages et des questions qu'on se pose. Donc là, vous voyez à droite les modèles climatiques qui sont déployés dans le cadre des travaux du premier groupe qui s'intéresse à la physique du climat. Des modèles qui vont plutôt intégrer les éléments de dommages
quand il est question de comprendre quelles sont les conséquences des changements climatiques et comment on peut s'adapter. Et ça, c'est le cœur des sujets du groupe 2 du GIEC. Et enfin, ce dont on parle beaucoup, ce sont ces modèles qui essayent d'évaluer comment, en fonction d'un potentiel de réduction des émissions et d'hypothèses socio-économiques sur le développement, les émissions vont évoluer. Et quand on parle d'intégration, c'est que ces différents modèles vont être couplés ou harmonisés les uns avec les autres, de sorte que à partir des émissions, on va vous donner le niveau d'augmentation de la température et le niveau des dommages. Et en fait, on comprend bien que plus on va intégrer et plus on va appauvrir quelque part la représentation. Et donc la question que je voudrais éclairer cet après-midi, c'est comment on passe de ça à ce type de courbe. Béatrice en a montré d'autres qui concernaient la R5. Mais dans la R6, voilà comment ça se présente. En fait, on a l'espace des possibles et on va revenir sur la question du possible. Est-ce que c'est les possibles, tous les possibles, ou est-ce que c'est les possibles qui viennent finalement de la collecte qu'on aura fait des scénarios existants dans la communauté scientifique? Et ensuite, comment ils vont être répartis par grandes catégories et comment certains vont apparaître de manière très spécifique. Et tout ça, c'est un prérequis qui est incontournable quand on parle des scénarios du GIEC ou quand on veut se servir des scénarios du GIEC. Alors donc, Béatrice a parlé de base de données, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on est face à une collection de scénarios. Une collection, ça veut dire que effectivement toutes les équipes de recherche qui travaillent sur le développement de scénarios de long terme, d'émissions, pour donc encore une fois, hein, je parlerai du groupe 3 essentiellement, ont le droit de soumettre leur modèle sous réserve qu'ils s'adaptent à un template qui a été défini donc avec les travaux de l'IMC et que ces modèles soient quantitatifs en termes de format. Et dans ce cas-là, ben, ils peuvent et on l'a dit aussi, accéder à une base de données qui est hébergée par l'IIASA, donc cet institut en Autriche, qui est accessible sur ce lien. Et ces scénarios vont pouvoir alimenter trois chapitres du groupe 3, qui sont donc le chapitre 3 qui va parler des émissions globales à l'échelle donc mondiale, le chapitre 4 qui va parler des scénarios nationaux, donc si on soumet un scénario sur la France, on ira là-bas. Et les chapitres 6 à 11, qui sont les chapitres sectoriels du groupe 3, vont exploiter les scénarios qui vont parler de secteurs particuliers, transport, bâtiments, etc. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre à ce stade tout de suite, c'est que il n'y a pas eu, même si quelques projets coordonnent les équipes, il n'y a pas eu une commande lancée spécifiquement. On sait bien que le GIEC a besoin de scénarios. Mais globalement, toutes les équipes qui vont contribuer ont leurs propres approches. Et finalement, ce qu'il en résultera, c'est une collection qui sera arbitraire de trajectoires dont les hypothèses, les modèles sont propres à chaque équipe qui les développe. Ça veut dire que déjà, on n'est pas en train d'essayer de représenter tous les futurs possibles, quand bien même cela serait possible. Donc, je vais rentrer dans le process de sélection que Béatrice a commencé à aborder. Pour vous dire que, donc, au départ, dans cette base de données, alors il y a une date limite, c'était octobre 2022, je crois, euh, pour la collection des scénarios. Et donc, on en récupère au départ 3131. Et de ces 3131 scénarios, dans un premier tri par rapport aux enjeux que je vous ai dit de quantitativité, on va en garder, enfin, et de cohérence avec les templates, on en gardera 2266. Et ensuite, il va y avoir deux filtres successifs. Le premier filtre, c'est un filtre qui demande la cohérence avec les tendances passées. C'est-à-dire que il faut que les scénarios
dans un intervalle d'erreur colle avec les tendances de 2019 pour passer ce premier filtrage. À partir de là, il en reste 1686. Et donc, ces 1686 proviennent de plus de 50 familles de modèles, pour vous renvoyer à cette idée de collection. Donc, à partir de ces 1686, comme on veut traduire les émissions de gaz à effet de serre en termes d'évolution des températures, de l'augmentation des températures, par rapport, je rappelle, à la moyenne de la température du globe, à l'ère pré-industrielle. Donc, il faut que ces scénarios donnent qualitativement, enfin quantitativement plutôt, des émissions qui aillent déjà jusqu'à 2100 et qui aient un certain nombre de représentations des différents gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce qu'on va les faire passer dans ce qu'on appelle un émulateur de modèle climatique. En l'espèce, ça sera le modèle MAGIC, qui va permettre, en fait, avec des tirages de Monte-Carlo sur les différentes variables climatiques, de pouvoir évaluer cette élévation de température. Et donc, ces scénarios qui vont répondre à ces critères, il n'en restera que 1202. Ensuite, ces 1202 scénarios vont être classés dans des catégories qui vont permettre d'avoir une représentation en fonction de l'élévation de température à laquelle ils vont conduire. Et donc, on va se retrouver avec 8 catégories qui vont donner en fait le range, l'intervalle des scénarios, alors qu'ils vont aller d'une élévation on va dire limitée, entre 1,5 et 2 degrés, à une explosion de la température qui atteindra plus de 4 degrés. Ça, je vais revenir là-dessus. Donc, ces catégories, en fait, elles vont être très spécifiquement définies avec à la fois le niveau de température dans lequel on doit rester pour les scénarios et ensuite avec une probabilité que le pic soit dépassé, le pic étant donné par le niveau de température 1,5 jusqu'à 4, avec plus de 33% de chances avant la fin du siècle et plus de 50% de chances à la fin du siècle. Donc vous voyez que en fait, la définition de chaque catégorie, ce n'est pas juste un niveau de température, mais c'est aussi une probabilité d'occurrence par rapport à ce pic dans l'évolution de la trajectoire de chacun des scénarios. Donc, si on revient à ce qu'on avait discuté sur les filtrages successifs, donc on voit que en fait, il y en a 160 qui ont passé le premier filtrage et le second, il n'en reste que 97 de ceux qui tombent dans la première catégorie. Et vous voyez donc le nombre de scénarios qui sont affectés à chacune des catégories. Ça ne veut pas dire qu'il est plus probable de tomber dans la catégorie C3 parce que je vais trouver plus de scénarios dans cette catégorie. Encore une fois, on part d'une collection arbitraire, donc on part de travaux dans lesquels ce que nous dit ce tableau, c'est que les équipes sont intéressées à la question du 2 degrés. Et donc, ça n'est pas du tout représentatif de la potentialité d'être dans ce champ ou dans cette catégorie ou dans une autre. Alors, donc ces 4 catégories C1, C4 vont être celles. Alors, oui, pardon, je vous montrais ça pour vous montrer en fait que finalement, dans le graphique, là, vous y retrouvez, j'espère, un peu mieux. Vous allez avoir les différentes couleurs qui vont correspondre aux différentes catégories et on comprend que donc on va monter en fonction des émissions globales ou en fonction, ici, quand on a concentré le schéma simplement sur le CO2. Donc les catégories C1, C4, grosso modo, c'est celles qui disent qu'il va y avoir des politiques de limitation des émissions, donc ce qu'on dit des politiques climatiques contraignantes, tandis que à partir de la catégorie C5, les politiques sont beaucoup plus lâches.
Et en fait, on a une façon de enfin de donner un peu les caractéristiques génériques de ces différentes catégories. Alors, ces modèles hein, qui permettent d'avoir ces trajectoires, Béatrice l'a rappelé, il y en a un certain nombre qui viennent de ce qu'on appelle des études d'intercomparaison, beaucoup effectivement financées par l'Europe. Et vous voyez qu'ils sont quand même majoritaires, ce qui donne aussi quelque part une couleur au type de scénarios qui sont présentés par le GIEC, parce que dans cette coordination, il va peut-être y avoir une volonté d'alignement des résultats des différents modèles. Et les études donc qui s'appuient sur simplement l'usage d'un modèle dans une équipe sont beaucoup moins nombreuses. Et c'est peut-être celles-là qui ont plus de latitude dans l'exploration des futurs. Bien sûr, ce que je dis n'engage que moi. Donc, ça, c'est vraiment important de comprendre que l'ensemble des questions qui sont posées sont des questions qui viennent du bottom et qui vont vers la collection globale de scénarios. Que donc la distribution des scénarios n'étant en rien représentative d'une probabilité d'occurrence plus importante dans une catégorie qu'une autre. Et enfin, que tout ça, ça reflète la préoccupation des chercheurs de cette communauté. Pour exemple, ce qui s'était passé entre le rapport spécial sur comment le monde évoluerait si on était dans un réchauffement de 1,5, donc c'est le Special Report 1.5, qui est sorti en 2018, et le sixième rapport du GIEC. Dans le premier, en fait, il y avait une volonté des politiques d'être éclairés sur cette éventualité d'un réchauffement de 1,5 degré. Mais finalement, le nombre d'études associées à cette cible était moins importante que ce qu'elle sera par la suite, parce que on était plutôt, au niveau des équipes de recherche, dans une concentration autour de la question du 2 degrés. Et donc, c'est ça que vous voyez traduit ici. On a la valeur médiane ici pour... alors, non, ça, c'est une autre chose qui est traduite, pardon. C'est que, outre qu'il y a beaucoup plus de scénarios travaillés sur le 1.5 à partir de la sortie de ce rapport, c'est que les choses sont plus pessimistes en termes de vision par ce qu'apportent les trajectoires du sixième rapport, puisque vous voyez que la valeur médiane des scénarios pour le sixième rapport est un peu plus élevée en termes d'overshoot que la valeur médiane pour les scénarios du rapport 1.5. Encore une fois, est-ce que ça traduit une réelle euh, divergence des possibilités ou est-ce que ça traduit simplement un effet statistique sur des données plus nombreuses, dues aux études plus nombreuses? Donc derrière ces catégories, vous avez vu qu'il va y avoir un certain nombre de scénarios qui vont être utilisés comme repères. Et là aussi, il faut ne pas mésinterpréter l'intérêt de ces scénarios. Donc, on les appelle les illustrative pathways. Alors, mitigation quand ils sont dans la frange de la réduction, et puis illustrative, trajectoire illustrative quand on est plutôt dans le haut de l'élévation des températures. Et ces scénarios, ils vont avoir chacun un nom. Et en réalité, donc si on reprend ce schéma des différents wettings, à partir de la construction des catégories, ce que les chercheurs ont proposé, c'est d'illustrer certaines possibilités d'évolution socio-économique pour rester dans les différentes catégories en allant piocher des trajectoires et donc des modèles sous-jacents qui restent dans les catégories. Donc ce n'est pas un scénario qui va vous donner l'orientation de ce qu'il faudrait faire pour telle ou telle catégorie, c'est simplement ce qu'on appelle une illustration. Et donc on va en avoir 7 de ces scénarios
et ils vont être tous basés sur l'exploitation d'hypothèses socio-économiques qui avaient été proposées encore une fois, dans une tentative un peu de coordination des travaux des différentes équipes, et que toutes n'ont pas adopté, mais ces trajectoires d'illustration les ont adoptées, et qui permettent de se positionner en fait dans différentes visions de l'évolution de la société, qui vont donner plus de difficultés à s'adapter dans l'axe des X et plus des difficultés à réduire les émissions dans l'axe des Y. Donc, vous voyez que on va avoir, alors je rentre pas dans les détails parce que là, j'ai pas le temps du tout, mais des scénarios plus ou moins soutenables au centre, qui vont plutôt être dans la division et l'explosion des ressources fossiles, qui vont amplifier les inégalités. Et donc derrière tout cela, il y a des descriptions littéraires, on va dire, et ensuite des quantifications qui ont été faites pour les différentes variables d'entrée des différents modèles. Donc ça nous amène à avoir en fait pour les différentes options de trajectoire choisies une classification de ces euh, trajectoires illustratives en fonction de l'intensité des politiques utilisées en hypothèse ou alors de choix technologiques qui vont permettre de rester dans des niveaux de catégorie. Donc si on les passe en revue rapidement, il va y avoir un scénario de réduction qui va déployer beaucoup de renouvelables, un scénario de réduction qui va s'implémenter en ayant une hypothèse de demande qui est maîtrisée, de low demand, un scénario qui euh, va correspondre à une trajectoire en décalage par rapport à la trajectoire actuelle, des technologies négatives qui vont entrer d'une manière ou d'une autre, un scénario qui va amplifier les politiques climatiques, et puis des scénarios avec une politique modérée au niveau du climat, et puis ce qu'on appelle le current policy, c'est-à-dire le business as usual. Donc tout ça est complètement documenté parce que derrière ces 7 scénarios, vous avez des modèles très précis, vous avez des descriptions beaucoup plus abouties que ce que je viens de vous donner en quelques mots, et vous avez surtout des papiers que vous pouvez aller télécharger, lire pour comprendre exactement à quoi correspondent ces trajectoires. Donc là, en fait, on a, je pense, bien clarifié ce que nous décrivent en fait cette courbe agrégée qui permet juste d'avoir une représentation plus simple. Et ce sur quoi je voudrais revenir maintenant, c'est sur le type de message que le GIEC en a tiré et sur les possibles mésinterprétations des données que le GIEC procure pour aller plus loin dans les différentes études qu'on peut trouver aujourd'hui. Donc, dans les principaux messages, c'est que ben, les politiques actuelles ne permettent, dans le meilleur des cas, qu'une stabilisation des émissions et que si on veut rester dans l'objectif du 1,5 degré, il faut que les émissions soient neutres à partir de 2050. Donc, on voit la difficulté à rester en fonction de la production des températures associées à ces niveaux d'émissions. Et puis, sur les questions de conséquences de cette augmentation de température, on voit que les risques climatiques vont avoir des impacts de plus en plus forts en fonction de cette augmentation de la température. Et donc, c'est le discours que l'on rabâche, chaque dixième de degré va être très important. Et finalement, par exemple, une illustration assez importante est celle-là, tirée de ces exploitations de scénarios, hein. Donc vous voyez que c'est quand même, on n'est pas sur les données quantitatives, on est plus sur la perception que donnent ces tendances. Ça vous donne, en fonction en fait de cette intensité de croissance de la température, la façon dont chaque être humain
subira les conséquences et les impacts par rapport à son année de naissance, par exemple. Alors, maintenant, je voudrais terminer sur la, les difficultés en fait qu'on peut trouver face à l'exploitation de certaines données qui sont proposées par le rapport du GIEC. Donc, on va se concentrer sur la première catégorie et reprendre en fait des données statistiques qui ont été construites à partir de chacune des catégories pour donner un peu plus d'informations, mais qui peut-être vont avoir des conséquences néfastes en termes de ce qu'on va en faire en sortie. Donc, si je reprends les tableaux et en extrayant simplement la partie correspondant à la première catégorie, donc sur les 97 scénarios, eh bien, on va avoir envie de faire de la stat sur, par exemple, les niveaux d'émissions de ces scénarios, les niveaux d'émissions de réduction à partir d'une certaine année, les émissions cumulatives, c'est-à-dire le budget, la température, les espérances, les niveaux au niveau des énergies primaires de technologie bas carbone, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on peut donner? Ben déjà, très rapidement, on peut donner la médiane de ces valeurs sur l'ensemble des trajectoires. Alors, première remarque, la médiane des valeurs pour les trajectoires et l'ensemble des médianes n'est pas une trajectoire. On ne correspond plus à aucun modèle. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. C'est-à-dire que euh, on ne peut pas fabriquer une trajectoire médiane qui correspondrait à quelque chose de tangible à partir de l'ensemble de ces chiffres. Et pourtant, un certain nombre d'études se positionnent en permanence en comparaison avec ces valeurs statistiques, avec les quartiles, et donc vont trouver une certaine validation de leurs propositions d'outlook dans différentes institutions parce que elles rentreraient dans cet intervalle entre 5 et 95, par exemple, euh, percentile. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous paraît être une mauvaise interprétation en fait des données statistiques proposées par les scénarios. Donc, très rapidement, pour finir, ce qu'on se propose de faire et ce qu'on est en train de publier, ce sont des travaux dans lesquels on utilise ces médianes et on essaye de démontrer, enfin, et on démontre que, elles ne conduisent absolument pas à rester dans une catégorie donnée. Donc là, le premier exemple, c'est de dire, ben, avec notre modèle, qui est un modèle particulier sur lequel je ne rentre pas aujourd'hui, on va mettre comme contrainte la médiane des émissions telle qu'elle est évaluée dans la catégorie C1. Et on va voir que, en fait, pour un certain nombre de variables, le fait d'avoir mis cette contrainte au niveau de notre modèle ne nous garantit pas de tomber dans les intervalles pour l'ensemble des valeurs qui sont les sorties de notre modèle et de nos trajectoires. Donc ça pose bien la question de ce lien qui n'est absolument pas pertinent entre l'usage des statistiques en sortie de 97 modèles qui, en plus, ne permettent pas de faire des analyses statistiques, hein, le nombre de données est quand même assez léger, et le fait de pouvoir garantir, au vu de comparatifs avec ces valeurs, que l'on reste dans une catégorie ou dans une autre. Donc, juste pour finir, euh, il est très important de comprendre le mode de construction de la base de données de l'IPCC. Elle est accessible et toute la documentation sur chacune des trajectoires est accessible. Il faut bien comprendre que chacune des trajectoires va vous raconter une histoire qui va dépendre des hypothèses et du type de modèle qui est utilisé. Donc, il est très difficile de tirer des conclusions complètement génériques à partir de ce travail de collection. Que se positionner par rapport à ce benchmark est aussi assez compliqué et que l'usage des statistiques et la comparaison aux statistiques ne garantit rien.
et que tout ça doit être absolument évolutif, c'est-à-dire que dans les hypothèses utilisées, il y a forcément des évolutions assez rapides en termes de population, en termes de technologie, en termes de mode de vie, euh, énormément de choses qui doivent être réintégrées. Et finalement, pour nous, le bon usage d'un modèle, c'est finalement d'être vecteur de trajectoires qui sont discutées et tout de suite invalidées pour que d'autres hypothèses soient réutilisées. Et je rappelle qu'on est dans des approches où on doit aider à la décision publique, mais à un moment, il faudrait qu'il y ait des décisions. Et pour reprendre une question qui a été posée tout à l'heure sur le Sud global, je voudrais dire que, effectivement, dans le cadre de ces travaux, les équipes du Sud manifestent une très grande frustration et qu'il y a des propositions de coordination sur des modèles qui serviraient plutôt une représentation des évolutions dans le Sud avec peut-être des perspectives différentes et des points de vue différents, hein, parce que tout ça aussi traduit, on va dire, la subjectivité de chacun et, euh, et la région dans laquelle chacun vit. Voilà. Ben, je vous remercie. J'espère que j'ai pas dépassé, Claire, je sais pas. Merci Nadia. Un petit peu, mais on va poser quelques questions. Alors, mince. Alors, on te demande si, donc, étant donné que la guerre en Ukraine a entraîné un choc majeur sur le système gazier en Europe, avec en 2 ans une baisse de 22% de la consommation de gaz, pouvez-vous utiliser ces éléments pour les comparer avec vos trajectoires? Ah ben, c'est une très bonne remarque. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que les trajectoires, elles sont invalidées par tout un tas d'événements. Et c'est bien pour ça que elles ne reflètent que ce qu'il y a dans la tête de ceux qui anticipent des hypothèses et elles ne peuvent pas traduire ce type de choc. Elles ne pourront d'ailleurs jamais le faire. Donc on n'est pas dans des exercices de prédiction, on est dans des exercices de prospective. Il faut vraiment aussi garder ça en tête. Personne ne peut faire des prédictions à l'horizon 2100. Il n'y a pas une trajectoire qui est meilleure qu'une autre. Il y a simplement une trajectoire qui va éclairer sur un certain nombre de points, qui va peut-être vous donner une contre-intuition par rapport à ce dont vous étiez sûr, qui va remettre en question des choix potentiels que vous auriez faits, parce qu'elle va prendre en compte des externalités, mais elle va peut-être oublier des choses. Donc, c'est quelque chose qui doit tout le temps être remis sur le métier. Et la guerre en Ukraine, c'est un événement qui, bien sûr, a complètement bouleversé le système énergétique et les échanges de flux européens. Merci Nadia. Euh, Oui, alors une question d'Oriane qui trouve que, à part dans le SSP4 inégalité, les tendances sont étonnamment à la hausse et elle demande comment sont pris en compte les scénarios du Club de Rome dans les différents scénarios. Euh, bah, les scénarios du Club de Rome, le Club de Rome utilisait un modèle qui est le modèle World, qui est un modèle de dynamique qui tourne toujours, mais je pense pas qu'il y ait des scénarios qui soient intégrés dans les trajectoires en question. Enfin, là, peut-être que je dis une bêtise, j'en sais rien, mais les scénarios du Club de Rome, ils ont le même statut que les autres. Ce ne sont pas, enfin, on peut comparer si on a envie, mais c'est toujours très délicat, comme je viens de le dire. Et c'est une vision qui reposait sur un certain nombre d'hypothèses euh, pour lesquels d'ailleurs on peut se dire que la tendance globale est assez robuste à ce qu'on peut observer aujourd'hui. Et merci. Euh, on te demande donc, pardon, il y a beaucoup de questions. J'ai vu On ce ne qu'on me demande. comprend pas forcément Je toujours. prends- Donc, avez-vous essayé de refaire
tourner les scénarios durs plutôt que les médianes avec votre modèle pour vérifier qu'il retrouve les trajectoires similaires. Autrement dit, est-ce un problème avec les médianes ou sur la reproductibilité des scénarios? Euh, alors, comment faire retourner les scénarios? Je comprends pas ce que ça veut dire. C'est Thibaut, il faut qu'il explique. Je ne sais pas ce que c'est que les scénarios durs. Ce serait de reprendre les scénarios à la base. Bon, je ne suis pas sûre si Thibaut, tu peux Ouais, tu expliciter peux ta nous expliciter. question. J'en ai vu une à laquelle je vais répondre. Les outlooks des majors et utilities sont malhonnêtes. Euh, je peux pas répondre à ça, mais sauf faire la remarque suivante. Les outlooks sont des outlooks. C'est-à-dire, c'est ce qu'on voit après. Donc, ça reflète ce que voient, de leur point de vue, les organismes qui les proposent. Mais encore une fois, la nuance, ça va être de penser que c'est de la prévision, de la prédiction, ou d'utiliser ça comme un schéma prospectif. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire que un exercice de prospective est malhonnête. On peut dire que il est dangereux d'y croire. Et je pense qu'il faut aussi essayer de comprendre comment il a été construit. Donc, comme l'a dit Béatrice, dès lors qu'on a accès aux hypothèses, qu'on a accès aux modèles, euh, à ce moment-là, ben, on comprend déjà beaucoup mieux pourquoi les sorties sont dans la tendance qu'elles sont. Et- Merci Nadia. Donc Thibaut précise les scénarios qui composent la médiane. Donc de refaire tourner les scénarios qui ont mené à Alors, construire la médiane. oui, alors, enfin ça, c'est des trajectoires en fait. Quand on parle des scénarios qui composent la médiane, en fait, il faut comprendre que les modèles, ils ont énormément de sorties. Donc très souvent, on va simplement se concentrer sur le scénario d'évolution des émissions. Donc cette trajectoire qui donne les évolutions des émissions, et puis, comme je l'ai dit, sa traduction en termes de température, élévation de la température. Mais derrière un scénario d'évolution des émissions, il y a un scénario, par exemple pour notre modèle d'évolution des technologies, du niveau des énergies primaires, etc., etc. Donc, si tu parles de mettre comme contrainte différents scénarios d'évolution, euh, bah, ça peut être intéressant, mais on sait très bien que c'est pareil, hein, ça va être une option qui va, comme elle est contrainte, nous emmener dans une certaine trajectoire, mais ensuite, sur nous, ce qu'on veut illustrer, c'est le fait que c'est pas parce que je vais prendre, et ce sera la même chose, si je prends un scénario d'évolution des émissions, et que je regarde quels sont les résultats que va donner mon modèle, par exemple en termes d'évolution de l'énergie primaire, ce ne sera pas le même résultat que le modèle qui a ce scénario d'évolution des émissions parce qu'on n'a pas le même modèle. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le modèle est quelque chose qui, quand même, va vous conditionner énormément les trajectoires que vous allez avoir en sortie. Et je sais pas comment vous dire, c'est comme si vous vouliez comparer un, un trajet qu'on fait de Paris à Marseille dans différents types d'automobiles, en voulant m'expliquer que c'est une automobile X, Y ou Z, c'est pas grave, et je vais comparer la consommation de carburant et je vais en tirer des conclusions comme ça en ayant chaque automobile comme si c'était une boîte noire. Vous n'allez pas pouvoir dire grand-chose si vous n'avez pas de compétences sur la motorisation, etc. Donc pour les modèles, c'est pareil. On est en train de comparer des trajectoires d'émissions en voulant tirer des conclusions alors que chaque motorisation derrière est différente. Bon, je ne vais pas parler pendant des heures de ça, mais c'est vraiment un sujet très important, en fait. Et merci. On a une question sur le fait que est-ce qu'il existe des études sur la probabilité des différents scénarios qui pourraient s'appuyer sur le réalisme ou la plausibilité des hypothèses posées, par exemple?
La probabilité d'occurrence des différents Occurrence. scénarios. Oui, je pense que c'est la probabilité d'occurrence. Euh, je ne, enfin, pas à ma connaissance, c'est très délicat hein, comme question. Euh, Parce que, encore une fois, ça dépend des hypothèses. Alors, bien sûr, ça remet pas en cause l'état de l'évolution du climat, euh, et ça remet pas en cause le fait qu'on soit dans des trajectoires haussières. Simplement, ce qu'on dit là, c'est que les données quantitatives qui sont les sorties de ces scénarios ne doivent pas être prises comme des éléments qui permettent de refaire derrière des calculs en les globalisant pour avoir des conclusions s'appuyant sur des statistiques. Euh, donc c'est en fait, c'est ça, c'est ça l'analyse qu'on va faire. C'est-à-dire que cette comparaison de l'ensemble des trajectoires n'est pas quelque chose qui apporte grand-chose. Par contre, le fait de partir sur des hypothèses de business as usual et de voir avec un modèle donné que on est dans une tendance haussière, ça peut être tout à fait suffisant pour éclairer le futur et en tirer des conclusions. Cette volonté d'élaborer des statistiques et des probabilités sur les scénarios est à mon sens, alors ça fait partie d'une école de la communauté des modélisateurs, mais une autre école, et c'est plutôt celle que je partage, va plutôt travailler dans l'idée d'un what if, c'est-à-dire de regarder un peu la robustesse, de changer des hypothèses et de voir ce qui est donné par le modèle. En fait, quand on commence à faire des tirages systématiques, c'est qu'on a une très grande confiance dans le modèle qu'on utilise. Or, il est quand même un peu délicat de prétendre que aucun des modèles qui sont utilisés par les équipes de recherche représente exactement l'évolution de notre système, hein, qu'il soit énergétique, planétaire, en référence à la remarque du départ, c'est-à-dire quid de la guerre en Ukraine, quid des événements et des chocs que nous rencontrons en permanence. Peut-être qu'on s'arrête là, Claire, parce que je Oui, voudrais pas. c'est ce que j'allais dire, donc je pense que Ok, on peut passer à merci la beaucoup. présentation suivante. Merci Nadia. Je vous laisse prendre la parole, Clément et Paul. Ouais, merci. Bonjour à tous. Nous, avec Paul, on travaille à la Banque de France. Et la Banque de France, qui est bon, la Banque centrale française, est en charge du secrétariat du Network for Greening the Financial System, qui est en français le réseau pour le verdissement du système financier. Et je peux peut-être commencer par dire un mot sur ce qu'est le NGFS. En fait, c'est un réseau qui rassemble plus de 120 banques centrales et superviseurs à travers le monde euh, qui se sont mis ensemble pour travailler sur tous les sujets relatifs à l'activité des banques centrales et des superviseurs où le climat pouvait intervenir. C'est-à-dire qu'on regarde comment le climat et maintenant la biodiversité aussi peut avoir un impact sur la supervision des risques, sur la politique monétaire, etc. Et dans le cadre de ce réseau, il y a un groupe de travail qui s'intéresse à créer des scénarios qui soient plus utiles pour l'analyse des risques climatiques pour l'économie et le système financier. Et donc, les scénarios du NGFS ont été créés en fait pour un peu ce qu'on a dit depuis le début du séminaire, mais mettre la lumière sur des risques futurs potentiels et préparer le secteur financier à ces risques et aux chocs qui pourraient apparaître. Et pour ça, on crée différents scénarios qui décrivent une variété de futurs possibles en utilisant différents modèles. Et ces scénarios-là, ils sont publics, ils sont mis en ligne. On essaie d'être assez transparent sur la méthodologie et sur les résultats. Euh, Comme on l'a déjà dit au cours de ce séminaire, ce ne sont pas des prévisions. On ne prend pas position sur le scénario qui serait le plus probable ou le plus souhaitable. Euh, juste une slide sur notre approche. Donc,
les banquiers centraux et les superviseurs utilisent des scénarios déjà qui ne sont pas forcément climatiques dans leur activité, notamment pour simuler des crises. On fait certaines hypothèses sur un futur un peu extrême, adverse, pour voir si le secteur financier peut faire face à ce choc ou pas. Donc on a l'habitude de travailler avec des scénarios, plutôt à court terme en général. Mais a priori, quand on a commencé à travailler sur ce sujet il y a 6-7 ans, on n'avait pas beaucoup d'expertise sur les sujets liés au climat ou à la nature. Donc, ce qu'on a décidé de faire au NGFS, c'est de s'appuyer sur la recherche académique, donc en regardant ce qui se faisait à l'état de l'art de la littérature sur ce sujet, pour développer des scénarios. On s'est dit que ben, l'instance qui faisait un peu autorité dans ce domaine-là, c'était le GIEC. Donc, on a décidé de regarder ce qui se faisait du côté des scénarios du GIEC. Mais le problème du GIEC, c'était des scénarios du GIEC, c'était qu'ils étaient peu détaillés sur les conséquences économiques et financières de chaque scénario. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impact d'un scénario de transition ou d'absence de transition sur l'inflation, sur le prix de l'immobilier, des choses comme ça qui peuvent nous intéresser en tant que banque centrale et superviseur. Donc, pour être aligné avec les scénarios du GIEC, on a fait le choix de suivre la même méthodologie, c'est-à-dire d'utiliser les mêmes modèles d'évaluation intégrée, dont on a déjà parlé dans les 2 présentations précédentes, et qui sont déjà utilisés par le GIEC. Alors, en faisant ce choix, en utilisant ces IAM, on embarque avec nous toutes les limites que possèdent ces IAM, dont on a déjà parlé. Et on essaye d'être assez transparent au NGFS sur ça. Nous, on n'est pas là pour améliorer, on essaye de pousser les modélisateurs à améliorer leur modèle, mais en tant que banque centrale et superviseur, on est plutôt preneur de ce qui se fait dans le monde académique. Et on essaye en fait de travailler avec ces chercheurs pour ajuster leur modèle, ajouter des modules pour les compléter et faire en sorte qu'ils répondent davantage à nos problématiques. Notre objectif, c'est un objectif d'amélioration continue, c'est-à-dire qu'on publie régulièrement des scénarios en étant transparent sur les limites de ce qu'on modélise, ce qu'on ne modélise pas. Et à chaque itération, on essaye de faire mieux que la précédente. Et un bon exemple, c'est la fonction de dommage qu'on utilisait pour évaluer l'impact des risques physiques chroniques, qui, à chaque fois qu'on la met à jour, montre, puisque la recherche académique avance sur ce sujet, chaque fois qu'on la met à jour, les impacts sont plus importants que la version précédente. Alors, quand on a commencé à réfléchir au sujet, on a classifié les risques de différents scénarios en risques physiques et en risques de transition. Donc, les risques physiques, c'est ceux directement liés au changement climatique, et les risques de transition, ceux liés à la transition. Et quand on met ces 2 risques, un en abscisse, un en ordonnée, ça dégage 4 cadrans. Et donc, si on les regarde tour à tour, on peut voir le cadran en bas à gauche, qui est un cadran ordonné, comme on l'appelle, qui est un cadran, un ensemble de scénarios où il y a une transition qui est introduite assez tôt, qui est ambitieuse et progressive, et donc qui limite à la fois les risques physiques et les risques de transition, puisqu'il y a une transition, mais elle est menée assez tôt, le plus tôt possible en tout cas, et elle limite ainsi ces risques-là. Si on regarde le cadran au-dessus, désordonné, alors c'est un ensemble de scénarios où la transition a lieu, mais est moins optimale, soit parce qu'elle est très retardée, par exemple, si on commence à faire une transition en 2030, il faut la faire plus rapidement d'ici 2050 pour atteindre les mêmes objectifs. Donc il y a plus de risques de transition, mais on arrive à limiter les risques physiques sur le long terme quand même. Ensuite, on peut regarder en bas à gauche, c'est des scénarios out of world, c'est des scénarios où il n'y a pas ou peu d'efforts de transition, donc peu de risques de transition, mais beaucoup de risques physiques. Et enfin, le dernier cadran en haut à droite, c'est un cadran too little too late qui représente des scénarios où il y a une transition qui est très limitée et très tardive, et donc qui ne parvient pas à limiter les risques physiques et les risques de transition qui sont... Enfin, la transition est prise dans l'urgence, et donc il y a beaucoup de risques de transition également. Donc dans ces 4 cadrans, on a réussi, on a peuplé ces 4 cadrans avec 7 scénarios différents. Donc très rapidement, on a 3 scénarios ordonnés, donc un net zéro 2050 assez classique qui atteint 1,5 degré, un below 2 degrés qui est un peu moins ambitieux mais qui atteint une température inférieure à 2 degrés,
et un scénario low demand, qui est un scénario où il y a davantage d'efforts de sobriété énergétique de la part de la population et des industries pour faire diminuer la demande énergétique et faciliter la transition. Tous les scénarios que je vais vous présenter là, ils sont basés sur le SSP2 qui a été présenté avant, sauf ce low demand qui intègre certaines hypothèses du SSP1, notamment sur les changements de comportement de consommation. Si on regarde au-dessus, il y a le delay transition, qui est une transition qui atteint 2 degrés, mais qui ne démarre qu'en 2030. Et donc, les risques de transition sont plus importants, puisque la transition est plus rapide, plus abrupte. Dans Hot House World, il y a un scénario Current Policies qui est un scénario business as usual, c'est-à-dire qu'on ne met pas en place de politique climatique autre que celles qui sont implémentées aujourd'hui. Et dans NDCs, on met en place les politiques climatiques qui ont été annoncées dans les contributions déterminées au niveau national par les États. Et enfin, le Fragmented World, c'est un scénario de réaction retardée et insuffisante. Donc, tous les pays ne font pas de transition. Donc, on a à la fois des risques physiques et à la fois des risques de transition pour les pays qui mettent en place une transition. Un mot pour vous présenter le cadre de modélisation un peu plus technique des scénarios. Donc, on part de la brique en haut à gauche qui est Transition Pathways, c'est-à-dire tous les scénarios qui sont produits par des modèles d'évaluation intégrés. Au NGFS, on utilise 3 modèles d'évaluation intégrés différents. Chaque scénario est modélisé par les 3. Ça nous permet de limiter un peu le risque lié au modèle. Donc, on essaye de publier tous les résultats. Et donc, les modèles ne disent pas exactement la même chose pour chaque scénario. Donc, on part de ce bloc-là. Ce bloc-là nous donne, selon les scénarios, des trajectoires de température. Et grâce à ces trajectoires de température, on peut aligner d'autres modèles, harmoniser d'autres modèles avec cela. Donc, notamment une fonction de dommage pour évaluer, en fonction de la hausse de la température, l'impact du changement climatique sur le PIB. Et d'autres modules qui décrivent des événements extrêmes. Donc, en fonction, pareil, de la hausse de la température, on essaie de modéliser la hausse de la fréquence et de l'intensité des événements extrêmes. Et donc, tous les outputs de ces modèles-là, à la fois des modèles d'évaluation intégrés, de la fonction de dommage et des modules événements extrêmes, on essaye de les relier via différents canaux de transmission, différentes variables économiques, à un modèle macroéconomique qui s'appelle NIGEM et qui est plus couramment utilisé parmi les banques centrales et les superviseurs, qui ne parle pas spécialement de climat, mais on essaye de faire le lien à chaque fois. Par exemple, quand on modélise des inondations, l'impact sur l'économie est modélisé dans le modèle NIGEM par un choc, une baisse du stock de capital, par exemple. Donc, on essaye de trouver les liens à faire avec des modèles macroéconomiques pour avoir ensuite tout un panel de variables qui nous intéressent, économiques, comme je le disais tout à l'heure, inflation, etc. Je vais laisser Paul continuer la présentation pour vous montrer les principaux résultats. Oui, merci Clément. Donc du coup, si tu peux passer à la slide suivante. Donc je vais vous présenter quelques résultats un peu structurants des scénarios du NGFS. Du coup, il faut bien garder en tête qu'on publie beaucoup d'autres variables. Là, c'est simplement celles qui présentent un peu les grands axes différenciants des différents scénarios. Et bon, je pense que Clément et Nadia l'ont déjà pas mal répété. Mais du coup, chacun d'eux est une projection cohérente, mais c'est absolument pas une prédiction ou quoi que ce soit. C'est l'évolution possible d'un futur dans un cadre de modélisation cohérent. Donc là-dessus, vous avez l'évolution des chemins de température des différents scénarios du NGFS. Et donc, vous pouvez retrouver un petit peu l'idée de la matrice que Clément vous a présentée tout à l'heure, avec du coup les scénarios qui sont plutôt du côté gauche de la matrice, donc côté transition, qui arrive à limiter le réchauffement en dessous de 2 degrés. Et de l'autre, les scénarios Hot House World et Too Little Too Late, qui eux ont des niveaux de température à la fin du siècle qui dépassent ceux prévus par l'accord de Paris. Et vous pouvez aussi noter que pour certains scénarios, notamment du coup les scénarios de transition, on a ce qu'on appelle du coup un overshoot, où le scénario à un moment fait baisser la température
la température mondiale via notamment des solutions de capture et de stockage du carbone qui sont déployées à une échelle au bout d'un moment assez importante. C'est une des critiques qu'on a et qui s'adresse à beaucoup de scénarios climatiques et qui permettent de rester en fait dans les clous de l'accord de Paris. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc une autre des variables très très importantes des scénarios, ce sont évidemment les émissions. Alors là, c'est que les émissions de CO2, mais on a aussi du coup des émissions de gaz à effet de serre autres, comme le méthane et d'autres types de gaz. Donc vous pouvez voir que les scénarios se distinguent tous par des trajectoires assez différenciées d'émissions de CO2, à part peut-être net zéro et low demand. Mais donc sinon, vous pouvez voir aussi un peu les scénarios désordonnés qui se détachent des autres, donc Delayed Transition et Fragmented World, où vous voyez qu'ils suivent la trend du scénario Current Policy jusqu'en 2030. Et puis après, vous voyez qu'il y a une transition un peu abrupte qui se met en place et qui enclenche du coup une baisse des émissions assez importante. Et qui leur permet, alors pour Delay Transition, de respecter l'accord de Paris, et pour Fragmented World, qui est insuffisante et qui l'empêche, enfin, qui garde un niveau d'émission trop élevé. Sur le graphique de droite, vous pouvez voir aussi l'une des principales variables que donnent les IAM, c'est le prix du carbone. Alors, faut être assez clair, nous, sur le fait que le prix du carbone, c'est pas quelque chose d'explicite qui se réfère, par exemple, au prix que qu'on pourrait trouver sur un marché de droits à polluer type ETS en Europe. Là, c'est vraiment un prix du carbone implicite. Donc, nous, parfois, on parle de shadow carbon price, qui est un proxy pour toute l'ambition de la politique climatique qu'il y a dans un scénario. Et en fait, dans le modèle, dans l'IM, c'est ce qui va faire varier le prix relatif des sources d'énergie entre elles et qui va inciter les agents dans le modèle à basculer vers des technologies qui émettent peu de CO2 et qui vont permettre à l'économie de se décarboner. Et donc, vous voyez en fait que le prix du carbone, c'est quasiment le reflet des émissions de CO2, c'est-à-dire que dans le scénario Current Policies, vous voyez qu'il augmente quasiment pas et ça se retraduit dans les trends de CO2, d'émissions de CO2 qui évoluent très peu. Et à l'inverse, celui qui a le scénario avec le prix du carbone qui est le plus élevé, c'est Net Zero 2050. Et c'est celui qui permet la réduction la plus ambitieuse de gaz à effet de serre, avec simplement la distinction du low demand qui, lui, grâce aux hypothèses du SSP1, qui modélise notamment donc, des changements de consommation, par exemple pour la consommation de viande ou aussi pour l'efficacité énergétique, arrive à baisser ses émissions de CO2 de manière quasi similaire à celui de net zéro, sans faire augmenter autant le prix du carbone. Donc voilà, donc ça c'est une métrique vraiment, vraiment clé des scénarios qui vous donne un peu l'indication de l'ambition de la politique climatique. Donc là c'est un prix régional, mais évidemment il est différencié par région. C'est un prix mondial, excusez-moi, mais il est différencié par région. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît? Et ensuite, du coup, quelque chose qui intéresse beaucoup le NGFS dans une approche par les risques, c'est les impacts sur le PIB. Donc, les métriques que j'ai présentées avant, c'était plutôt des métriques de transition. Là, du coup, l'ajout, enfin, la particularité des scénarios du NGFS par rapport à la plupart des scénarios du GIEC, c'est qu'on va mettre en face, on va comparer les impacts à la fois de la transition, mais aussi du risque physique sur des variables comme le PIB. Et donc, ça permet, alors on ne dit pas que c'est suffisant pour faire une analyse coût-bénéfice sur l'opportunité ou pas de mettre en œuvre la transition et de quel est le scénario le plus souhaitable, mais ça permet quand même d'avoir une idée de ce que représente chaque scénario en termes de pertes totales pour l'économie. Et du coup, vous pouvez voir sur le graphique de gauche, par exemple, où vous avez les pertes agrégées de PIB, qu'au début, les scénarios adverses d'un point de vue transition sont souvent au-dessus, parce qu'ils sont plus ambitieux. Au début, vous avez dans le court terme le risque de transition qui survient, mais au fur et à mesure, vous avez le risque physique qui prend le pas dessus et qui, dès l'horizon 2050, rend le scénario Current Policies, donc qui est le moins ambitieux d'un point de vue transition, plus adverse que le scénario net zéro.
Donc sur le graphique de droite, vous pouvez voir la désagrégation parce que du coup, on calcule le risque physique pour tous les scénarios, pas uniquement pour le scénario current policies, qui est celui qui nous intéresse le plus d'un point de vue risque physique. Et donc, comme Clément l'avait expliqué tout à l'heure, on calcule deux types de risques. Donc le risque physique chronique qui est capturé par une fonction de dommage et qui représente un peu les pertes et les impacts économiques graduels liés au changement climatique, et le risque physique aigu, qui lui est vraiment plus lié à des événements ponctuels et à des événements identifiables comme les ouragans, les inondations, les sécheresses, les vagues de chaleur. Est-ce que tu peux passer? Donc ça, c'était un peu ce sont les grandes métriques qu'on aime bien regarder au NGFS, mais évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Et donc là, nous, on travaille régulièrement à améliorer les scénarios. Et donc, on va publier dans un mois une nouvelle version, une version mise à jour des scénarios du NGFS. Et l'une des principales améliorations, ce sera la mise à jour de la fonction de dommage qui est utilisée pour capturer le risque physique chronique. Et donc, cette fonction de dommage a une méthodologie que nous, on considère meilleure et plus robuste et qui est plus intéressante parce qu'elle capture plus de canaux de transmission du risque physique. Et par contre, du coup, elle implique des effets bien supérieurs que celles qu'on avait jusqu'à présent sur l'économie. Donc pour rentrer peut-être sans trop rentrer dans les détails techniques, l'ancienne fonction de dommage qui reposait sur un papier scientifique écrit par Calculen Wens. Donc à chaque fois, ce sont des chercheurs académiques qui sont au PIC, donc c'est le Potsdam Institute for Climate. Et donc le papier qu'on utilisait jusqu'à présent faisait tourner une régression, c'était une forme de régression quadratique avec comme seule variable, comme seul canal de transmission, le changement de la température moyenne. Avec la nouvelle fonction de dommage, la méthodologie est améliorée et il y a de nouvelles variables qui rentrent en compte dans la régression, avec par exemple la variabilité journalière de la température et des variables sur les précipitations. Et aussi, quelque chose de très important, c'est que pour chacun des canaux de transmission qui sont modélisés dans la fonction de dommage, on a inclus des effets persistants sur la croissance. Donc, en fait, dans l'ancienne fonction de dommage, si vous aviez un choc de température à l'année T, vous aviez un choc instantané de PIB à l'année T, et puis c'était terminé. Alors que là, en fait, si vous avez un choc sur les variables à l'année T, vous allez avoir des chocs sur la croissance jusqu'à l'année T plus 10. Et donc, ça fait augmenter de manière assez significative les dommages et les résultats de la fonction de dommage sur les scénarios du NGFS. Voilà, on pourra éventuellement rediscuter un peu des autres améliorations, mais c'est vraiment la principale update qui fait en plus changer beaucoup de messages politiques qu'on envoie. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Et voilà. Et donc après, c'est du coup assez différent des scénarios du GIEC, mais c'était justement quelque chose qui nous paraissait intéressant d'aborder. Ce sont les scénarios climatiques de court terme. Donc on a pas mal discuté des limites des scénarios du GIEC, et l'une des principales limites pour nous d'utiliser des scénarios du GIEC, enfin des scénarios semblables à ceux du GIEC qui s'étendent sur des horizons extrêmement longs jusqu'à 2100, et du cadre de modélisation des IAM, c'est que ça induit plusieurs limites à l'exercice. Alors déjà, nous, la manière dont on modélise le risque physique, du coup, c'est des régressions. Donc, les risques physiques, vous voyez que ça augmente de manière progressive avec la température. Mais donc, du coup, vous ne voyez pas forcément dans cette trend des événements extrêmes qui peuvent affecter beaucoup plus fortement l'économie et faire des chocs vraiment substantiels. De plus, nous, les modèles qu'on utilise, donc les IAM qu'on utilise, ils modélisent des équilibres économiques et physiques sur des pas de 5 ans. Et donc, ça vous conduit forcément à lisser des changements qui sont potentiellement entre lesquels il peut y avoir en fait des périodes d'ajustement et des périodes de friction assez fortes que les IAM modélisent pas du tout. Et ensuite, nous, en tant que superviseur du secteur financier, on trouve que les IAM qu'on utilise on trouve qu'ils ont une représentation assez limitée du secteur financier,
Et nous, ce qui pourrait nous intéresser aussi dans l'approche par les risques, c'est la manière dont des chocs qui viendraient du secteur financier, en réponse à peut-être des chocs de transition, pourraient ensuite avoir des boucles de rétroaction sur la transition et sur l'économie, et du coup perturber un peu le chemin un peu optimal que modélisent les scénarios du GIEC et les scénarios du NGFS d'aujourd'hui. Et enfin, on l'a un petit peu abordé, mais donc il y a les scénarios du NGFS reposent tous sur les hypothèses du SSP2, à l'exception du low demand pour certaines variables, mais l'essentiel, c'est quand même le SSP2. Et le SSP2, c'est une baseline qui modélise des trajectoires de croissance assez fortes et qui fait qu'en fait, même si vous modélisez des impacts de transition assez forts, vous avez des scénarios relativement peu adverses avec un rythme de croissance qui reste soutenu et qui n'est pas forcément ce qu'on souhaite afficher dans une perspective de risque et d'analyse des risques pour le système financier où vous avez souvent besoin, pour être rassuré, de tester la solidité du système financier sur des futurs plus adverses. Et donc, pour répondre à tous ces sujets, le NGFS est en train actuellement de développer des scénarios de court terme, donc qui seront sur un horizon beaucoup plus proche, plutôt 3 à 5 ans par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc nous, aujourd'hui, les variables macroéconomiques de NIGEM vont jusqu'à 2050 et certaines variables des IAM vont jusqu'à 2100. Et donc là, nous, ça nous rapproche des horizons de temps et d'analyse habituels du secteur financier. Donc aussi, les banques centrales et les superviseurs seraient un peu plus naturellement adaptés à cet outil. Et donc, l'exercice typique auquel on pense avec ce genre d'outil, c'est donc ce qu'on appelle des stress tests climatiques. Donc, les stress tests financiers, c'est quelque chose qui existe et qui a été énormément popularisé après la crise de 2008 pour justement tester la solidité du système financier. Donc là, l'idée, ce serait de faire la même chose, mais sur la question du risque climatique. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Donc voilà, donc là, c'est pour vous présenter très rapidement le cadre conceptuel vers lequel on se dirige pour les scénarios de court terme du NGFS. Donc on a déjà publié une note conceptuelle où on développe un petit peu les canaux de transmission du risque climatique à court terme, à la fois sur le risque de transition et le risque physique. Et on a développé dans cette note plusieurs narratifs avec, du coup, vous pouvez le voir, des canaux de transmission un peu différents pour chaque scénario, pour explorer un peu des futurs plus ou moins adverses, mais par différents événements qui pourraient déstabiliser le système financier par divers canaux de transmission. Et donc alors il y a beaucoup d'autres choses, hein, mais on a pour quelques éléments déjà un peu de cadrage pour ces scénarios. Donc on a choisi une approche assez différente de celle choisie sur les scénarios de long terme. Alors déjà sur le premier aspect, c'est on va refaire du coup une suite de modèles qui sera différente. Ce ne sera pas du tout les mêmes modèles que ceux utilisés pour les scénarios de long terme, mais il y a des points communs. La première, c'est qu'on réutilise un IAM comme bloc central de la modélisation. Mais par contre, cette fois, on modélise des boucles de rétroaction avec des modèles macro-financiers qui vont permettre pour nous de redonner on va on va exogénéiser à certains moments le coût du capital dans l'IAM pour voir comment, s'il y a une crise financière qui renchérit le coût de l'investissement et le coût du crédit, ça pourrait perturber la transition au sein de l'IAM. Et enfin, un autre point assez important, c'est que vous avez pu voir dans les résultats que je vous ai montrés, sur les scénarios de long terme, ce qui est intéressant, c'est de comparer le dilemme que vous avez en fait en tant que politique ou en tant qu'institution entre le risque de transition qui est plutôt à court terme et le risque physique qui est à plus long terme. Et où du coup, en fait, si vous activez le risque de transition, vous évitez normalement le risque physique et inversement. Là, à court terme, on considère que le risque de transition, enfin que les politiques de transition qu'on va mettre en place n'auront pas d'impact sur le risque physique à court terme. Et donc, en fait, on se permet de faire des scénarios qui peuvent être très adverses sur ces deux dimensions-là. Et donc, par exemple, le Low Policy Ambition and Disaster, l'idée qu'on est en train de voir maintenant, c'est d'implémenter des co-occurrences de chocs climatiques extrêmes sur certaines parties du monde
pour voir après comment ça peut se propager au sein du système financier et sur le reste de la planète. Euh, donc voilà, j'ai terminé, je crois que c'était la dernière slide. Voilà, on peut passer aux questions. Merci beaucoup à tous les deux. Alors Nadia, vous demandez de définir la transition, ce que vous définissez comme transition, et je voulais aussi savoir ce que vous appelez les risques de la transition. Je ne sais pas Clément si tu veux Ouais, commencer. je peux répondre. Euh, alors, la transition, c'est les politiques climatiques qui sont mises en place pour atteindre des objectifs de température. Donc, que ce soit la neutralité carbone en 2050 ou une température inférieure à 2 degrés à la fin du siècle. Enfin, c'est tout ce qui est lié au changement dans l'économie et dans la société qui permet d'atteindre les objectifs de température. Et le risque de transition, c'est tout ce qui peut enfin, tous les impacts négatifs qu'il peut y avoir à la transition. Il peut y avoir aussi des opportunités de la transition, mais ce qui nous intéresse en tant que superviseur, c'est de regarder quels peuvent être les perdants de la transition pour voir si ça peut potentiellement créer des chocs financiers ou pas. Euh, et voilà, ça c'est le risque de transition. Je ne sais pas si c'est assez clair. Et, donc dans la transition, est-ce que vous prenez en compte les questions liées à l'adaptation, par exemple? Pas encore, non. Et peut-être du coup pour définir ce que c'est, enfin sur le graphique qu'a défini Clément, qu'a montré Clément avec les scénarios qui sont à gauche et à droite de l'axe d'un axe en ordonnée. Pour faire simple, c'est un peu ceux qui respectent l'accord de Paris. Alors soit avec la limite des 2 degrés, soit avec la limite des 1,5 degrés. D'accord, merci. Je me demandais comment est-ce que vos scénarios sont utilisés concrètement au sein de la Banque de France? Est-ce qu'il y a des applications directes? Alors, l'une des dernières applications qui a été faite par la Banque de France est la CPR. Donc, la CPR, c'est le gendarme financier français qui est rattaché à la Banque de France et qui, du coup, contrôle les banques, les assurances et les autres acteurs du système financier. Donc, la CPR a conduit récemment un stress test climatique sur les assurances françaises. Et donc, l'idée, c'est que euh, vous allez projeter les variables enfin, vous allez utiliser les variables du NGFS. Alors souvent, vous avez besoin de les compléter pour avoir le type de métrique dont vous avez besoin, dont les superviseurs ont besoin pour rentrer dans leur modèle. Et donc après, la CPR a transmis ces données aux assureurs français, leur a demandé de faire tourner de faire tourner leur modèle de risque interne avec ces données-là et de leur renvoyer du coup les impacts que ça donnerait sur leurs actifs et leur portefeuille pour voir si justement ça amenait certains assureurs dans des situations un petit peu critiques d'un point de vue solvabilité. Et donc ça, par exemple, c'est une étude qui est sortie il n'y a pas très très longtemps. Je pense que l'étude est sortie il y a quelques mois. Et ça, c'est un exemple typique de comment on peut utiliser les scénarios NGFS. Et donc, dans cet exercice-là, donc j'ai un peu travaillé dessus justement en tant que membre, que personnel Banque de France qui travaillait sur les scénarios du NGFS. Donc, dans cet exercice-là, vous avez un exercice de long terme où là, du coup, il reprenait vraiment les scénarios du NGFS et un exercice de court terme où ils ont un peu été en avance de phase sur le NGFS, où là, ils ont vraiment envoyé un scénario extrêmement adverse avec, par exemple, on simulait dans le scénario la rupture du barrage de Serponçon et on demandait aux assureurs de nous montrer dans leur bilan ce que ça faisait si du coup il y avait des primes qui explosaient un peu partout autour du barrage en leur demandant d'utiliser leurs données assez granulaires. Donc voilà, c'est typiquement l'usage qu'on peut faire de scénarios climatiques avec suffisamment de détails pour le secteur financier. D'accord, merci. Alors, on vous demande, donc pour le NGFS, vous créez vos propres scénarios. Donc c'est une question. Est-ce que vous créez vos propres scénarios? Mais utilisez-vous les mêmes IAM que le GIEC? Sinon, comment adaptez-vous les SSP du GIEC pour produire vos scénarios? Ouais. Alors, on utilise les mêmes IAM que les GIEC, enfin, c'est-à-dire que les 3 IAM qu'on utilise pour faire les scénarios du NGFS
contribuent également à la base de données des scénarios du GIEC. Il y a d'autres IAM au GIEC qu'on n'utilise pas. Donc c'est la même méthodologie, mais ce n'est pas exactement les mêmes scénarios, même s'ils sont globalement alignés avec la catégorisation que fait le GIEC. Et d'ailleurs, les scénarios du NGFS sont aussi soumis à... certains font partie de la base de données du GIEC. Lors de la dernière itération, on a soumis plusieurs scénarios qui font aujourd'hui partie de la base de données. J'ai une question sur les troisièmes. Les trois qu'on utilise, c'est Remind MacPy, Message et GCAM. Et d'ailleurs, dans les slides que Nadia a montré tout à l'heure, vous y avez marqué que justement l'illustrative pathway pour current policies, c'est un scénario NGFS. Donc ils font partie. Alors c'est pas le plus récent parce que les plus récents sont sortis après la R6, mais du coup ils sont intégrés à les scénarios. C'était la phase 2, je crois. Les scénarios de la phase 2 du NGFS sont intégrés à la R6. Et donc peut-être juste du coup pour la question des SSP2, donc en fait ce qui se passe c'est que les chercheurs des IM, donc le SSP2, enfin les SSP ce sont des trajectoires de population, de PIB et d'urbanisation. Et donc en fait ce que font les chercheurs des IM avec lesquels on travaille, c'est qu'ils calibrent les facteurs de productivité des modèles pour s'aligner sur les trajectoires de PIB du SSP2. Et après, bon, bah, la population, c'est exogène, on prend directement celle du SSP2. L'urbanisation, c'est moins important, mais c'est pareil. Mais le truc très très important, c'est la population qui est directement prise du SSP2 et le PIB, où là, du coup, ils ajustent, ils calibrent leur modèle de manière à recouper ces trajectoires. Et le choix du SSP2, je vois qu'il y a une autre question sur ça, comme ça on boucle sur les SSP. En fait, quand on a commencé à travailler sur le sujet, on voulait que les scénarios soient à peu près comparables. Et donc, on voulait choisir un seul SSP pour tous les scénarios. Et pour pas prendre de décision trop d'un côté ou de l'autre, on s'est dit, bon, on va prendre le SSP2 qui est un peu le scénario central. Ouais. Et puis aussi, en plus, tous les SSP, enfin tous les modèles, tous les IM ne peuvent pas faire tourner tous les SSP parce qu'il y a des besoins de calibration assez importants en fait quand vous changez de SSP. Et le SSP2, c'est celui qui est largement le plus utilisé dans la base du GIEC et par les IM. Donc c'est celui un peu le plus simple à utiliser et qui en plus est un peu on s'inscrit un peu dans la même démarche que ce qui avait été présenté dans la première présentation, c'est que c'est aussi celui qui est un peu policy neutral, c'est-à-dire que vous faites pas d'hypothèse très forte sur l'évolution du monde. Du coup, vous projetez quand même dans la continuité des tendances passées. Et donc ça permet d'être relativement neutre. Euh, Même si du coup ça limite complètement le choix des possibles, hein, c'est pas idéal. À choisir un seul SSP, c'est celui souvent qui est le plus simple. Merci. Alors, on pose une question sur donc, comment pourrait-on arriver à un scénario avec une faible demande, alors qu'on a un prix du carbone faible également. Quels sont les transition risques évités par le scénario low demand? En fait, la différence entre le net zéro 2050 et le low demand, puisqu'on voit qu'ils ont la même trajectoire d'émission à peu près, c'est que dans le low demand, il y a beaucoup plus des hypothèses beaucoup plus optimistes, disons, ou ambitieuses sur le changement de comportement des consommateurs. Donc, ce n'est pas une transition qui est déclenchée par la politique publique, par la mise en place d'une taxe carbone, par exemple, des choses comme ça, mais qui est déclenchée par des changements de comportement, notamment consommation de moins de viande, le nombre de kilomètres en avion qui diminue, des choses comme ça. Ouais, ce qui est important à avoir en tête, c'est que, et ça écho un peu à ce qui avait été dit dans une des présentations précédentes, c'est que le low demand, c'est pas un scénario de décroissance. C'est un scénario d'efficacité renforcée qui permet une demande d'énergie plus faible. Mais c'est pas la demande agrégée. Il n'y a pas une baisse de la consommation totale, mais il y a une déformation de la consommation vers des produits qui demandent moins d'énergie et qui du coup permettent de décarboner beaucoup plus facilement. Et merci.
Ensuite, donc, comment évaluez-vous le risque physique aigu? Augmentez-vous la fréquence et l'intensité des événements extrêmes en fonction de la température et avec comme conséquence un impact financier? Alors, en fait, pour le risque physique, pour le risque physique aigu, en fait, on travaille avec des scientifiques dans un institut qui s'appelle Climate Analytics. Et donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils projettent des indicateurs de risque physique en cohérence avec les trajectoires de température qu'on a, sur la base notamment de modèles, de comparaison de modèles, donc comme CMIP6 ou EasyMIP, pour avoir des trajectoires d'indicateurs de risque physique. Et après, on va prendre l'évolution de ces indicateurs et on va choquer le modèle macroéconomique qui est NiGEM avec. Et donc, par contre, du coup, on n'obtient que des impacts de PIB. On n'obtient que des impacts de PIB. C'est la même chose avec le risque physique chronique. C'est que c'est des impacts agrégés par pays. Donc, vous n'avez pas forcément l'impact par secteur et il n'y a pas une granularité géographique très forte. Par contre, après, pour la granularité géographique de l'indicateur en lui-même, ça, elle est bien meilleure. Mais par contre, sur l'impact macro, on donne que des impacts de PIB. Pour donner un exemple peut-être sur les vagues de chaleur, par exemple, on part de projections climatiques très granulaires au niveau géographique et on arrive à traduire ça en conséquences sur la productivité du travail en extérieur, par exemple. Et c'est cette variable-là, la productivité du travail, qu'on va choquer dans le modèle macroéconomique. Merci. Peut-être une question qui s'adresse aussi à Béatrice et à Nadia. C'était de savoir, en l'occurrence, du fait qu'on ne puisse pas utiliser la lecture des médianes. Dans ce cas, comment utiliser les scénarios dans un but de vulgarisation sur le changement climatique et surtout dans un but de mise, à l'action de la part des décisionnaires? Question ouverte, je pense. Euh, Moi, je veux bien commencer à répondre. Je trouve que l'exemple des NGFS, enfin l'usage des scénarios dans le cadre du secteur financier est intéressant parce que ça prouve qu'on ne repart pas de statistiques sur les scénarios pour éclairer une question précise. On est plutôt dans la déclinaison des modèles à usage spécifique. Et donc ça, c'est vers les décideurs. En fait, il faut savoir ce qu'ils ont à décider pour essayer de spécialiser les analyses. Alors après, ça me permet de faire une petite remarque peut-être pour NGFS, c'est est-ce que vous ne pensez pas que c'est assez, comment dire, pas convergent, mais quand même on fait appel à des équipes du PIC pour intégrer des modèles pour des banques centrales, des superviseurs dans le monde. Je ne sais pas dans quelle mesure ça reflète l'état du monde. C'est une interrogation. Et ensuite, pour revenir à la vulgarisation, je pense qu'on a un vrai sujet aujourd'hui, c'est que les scénarios sont très galvaudés en fait. À une époque, il y avait peu d'équipes qui travaillaient sur les scénarios. Maintenant, il y en a dans tous les sens. Et en fait, ils sont pas forcément convergents. Et donc, je ne sais même pas si le scénario est un outil de vulgarisation, euh, parce qu'il peut être contre-productif, étant donné tous les prérequis auxquels on a tenté de vous initier dans ce séminaire. C'est-à-dire, un scénario ne dit rien si on ne consacre pas un petit peu de temps à comprendre sur quel outil il repose et sur quel type d'hypothèse. Or, ça, personne n'a le temps. Donc, moi, je lutte contre la phrase «le scénario du GIEC dit que», ou alors tout simplement «le GIEC dit que». Ça n'a aucun sens d'utiliser enfin, ce type d'expression quand on n'est pas capable de mettre toutes les précautions nécessaires. Donc, je ne sais pas si on a besoin de ces scénarios pour faire de la vulgarisation. Je pense qu'on a besoin de bon sens et d'ouvrir les yeux déjà.
Voilà. Je, je pense que le scénario, c'est un objet très, très technique, en fait, en réalité. Mais c'est, encore une fois, peut-être un point de vue qui n'est pas partagé par tout le monde. Je suis assez d'accord sur le fait que un scénario, c'est quelque chose qui repose vraiment, pour interpréter les résultats d'un scénario, il faut être capable de se plonger sur les hypothèses du modèle, sur le narratif qui est exploré. Et nous, d'ailleurs, c'est un des points qu'on a vraiment en tête au NGFS, c'est qu'on essaye vraiment de produire de la documentation en addition des données pour vraiment expliquer et être le plus transparent possible sur les hypothèses qu'on fait, comment on couple les modèles entre eux. Parce qu'en plus, là, les scénarios du GIEC, qui sont. Alors, les IAM, c'est déjà des choses très, très complexes, avec beaucoup de modules différents. Mais nous, en plus, on vient rajouter une couche de complexité par-dessus en rajoutant d'autres types de modèles qui n'étaient pas du tout pensés à l'origine pour être couplés avec. Donc, effectivement, de manière générale, je ne pense pas qu'un scénario soit forcément un outil de vulgarisation très efficace, mais ça peut quand même inciter les gens à se plonger un peu dans la complexité justement de la question climatique. Béatrice ou Clément, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non. Bon. Moi, j'ai peut-être juste un petit. L'utilisation qu'on a des scénarios au NGFS, c'est, enfin, je crois que Nadia l'a dit tout à l'heure, c'est faire des tests de robustesse. C'est-à-dire Euh, en regardant tout un panel de scénarios très variés, on essaye de voir quel état du monde serait solide, disons, pour le système financier. Enfin, quel état pour le système financier c'est solide dans tous les états du monde, quoi. On veut un système financier qui se protège à la fois contre le risque de transition et le risque physique. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir conclure. Il est l'heure. Juste pour vous faire un petit peu de pub. Donc, on fera le prochain webinaire sur les questions de la planète vivante, donc autour de la biodiversité en novembre. Bon, vous aurez une date et des intervenants prochainement. Et nous avons publié un podcast qui s'appelle Planète en transition. Je vous invite à aller écouter. Donc, vous pouvez aller sur Spotify, sur diverses plateformes d'écoute. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir intervenu aujourd'hui et d'avoir écouté. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.